Bienvenue. Je suis Delali Idrissou et ravi de vous faire découvrir les 3 pays qui ont modélé ma personnalité dans la discussion numéro 6. Je parlerai en premier du Togo, ensuite du Canada et finalement du Royaume-Uni. Le Togo. Je suis né au Togo, un pays voisin du Ghana, du Bénin et du Burkina Faso, dans la région ouest de l'Afrique, comme le montre la carte. Le pays de 3 millions d'habitants que j'ai quitté il y a des années a plus que doublé en démographie de nos jours, a modernisé certaines de ses villes et a amélioré ses routes et son transport public. En outre, les magasins et les entreprises fournissent la majorité des produits et services existants dans les pays étrangers dans des variétés de choix. À mon époque, le choix de produits et de services était limité. Il n'était pas rare de voir des produits d'une seule marque. Le Togo, un pays de 56 785 km² de superficie, avec une population de presque 8 millions d'habitants de nos jours, est mon pays d'origine. Environ la moitié de la taille de l'Angleterre, le Togo est entre le Ghana et le Bénin sur la côte ouest de l'Afrique. On y parle divers dialectes comme le Minan, Kotokoli, Ewe, Kabyè, Tchokossi, Likposso, etc. et le français comme langue officielle. La cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans est une des caractéristiques du pays. En général, alors que le christianisme occupe la moitié du pays jusqu'à la région centrale, les musulmans, quant à eux, occupent presque la moitié restante jusqu'au nord du pays. Il faut bien noter que dans le nord du pays, c'est pas tout le monde qui est musulman. Bien que nous soyons classés comme un pays pauvre, en raison du manque extrême de besoins de base dont souffre une grande partie de la société, nous étions généralement des gens heureux qui étaient simplement satisfaits de moins. Dans mon cas, par exemple, qui n'est pas l'image typique de la pauvreté d'une famille africaine, nous avions une maison. Mes 2 parents travaillaient et avaient une voiture. Nous étions satisfaits de notre poste téléviseur à chaîne unique. Ma mère a toujours veillé à ce que nous soyons bien nourris. Le poisson était abondant dans nos plats car nous vivions dans une ville côtière. De plus, bien avant que les super aliments et les beurres comme le beurre de karité, le beurre de cacao, le fonio, le moringa, la noix de coco, soit le lait, l'huile ou l'eau, l'oseille, le baobab, la citronnelle, etc., soient devenus largement disponibles dans les pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, etc., ils faisaient partie de notre alimentation quotidienne, non pas parce que des études scientifiques ont été menées sur leurs valeurs nutritives, mais simplement parce qu'elles étaient fournies en abondance par mère nature et ou cultivées dans la zone géographique de notre résidence. En ce qui concerne l'éducation à la maison et à l'école, nous étions dirigés par 2 systèmes autoritaires bien centrés sur les adultes. Non seulement nos parents avaient toujours raison, mais aussi les adultes dans notre vie et notre communauté. De plus, à l'école, les enseignants avaient le pouvoir sur nous et étaient extrêmement craints par nous. Notre tâche principale en tant que jeunes était d'aller à l'école et de servir nos parents. Par conséquent, exprimer notre opinion était notre vie et notre communauté. De plus, à l'école, les enseignants avaient le pouvoir sur nous et étaient extrêmement craints par nous. Notre tâche principale en tant que jeunes était d'aller à l'école et de servir nos parents. Par conséquent, exprimer notre opinion était une infraction grave que nous n'avons pratiquement jamais tenté en présence de nos parents, malgré son exercice fréquent en privé ou avec des amis. Néanmoins, dans de rares cas, les enfants indisciplinés qui pourraient défier les adultes, y compris leurs parents, quelle que soit la manière dont cela a été fait, pourraient être menacés de rejet par leur famille, leur communauté et ou l'école. En tant que jeune Togolais, à mon époque, ne pas aller à l'école était considéré comme un échec. Ainsi, la pression pour obtenir le diplôme final obligatoire, un baccalauréat, était intense.
Je souffrais beaucoup pour satisfaire le souhait de mes parents d'exceller dans mes études et ou au moins d'acquérir un baccalauréat. Je restais tard pour étudier car je devais terminer mes tâches ménagères quotidiennes avant et après l'école avant de réviser mes leçons. De plus, je parcourais de longues distances plusieurs fois par jour pour aller à l'école sur des routes parfois non construites et poussiéreuses. Aller et revenir de l'école signifiait que mes chaussures étaient polies avec des couches de poussière que je devais nettoyer fréquemment si je voulais garder mes chaussures propres. Mon trajet quotidien pour aller et revenir de l'école était d'environ 2 heures. J'avais eu le privilège d'être amené et d'être récupéré de l'école primaire en voiture par mon père. Cependant, en raison de la situation géographique du lieu de travail de mon père et de mon école secondaire, il était impossible pour mon père de continuer de m'emmener en voiture à l'école. Par conséquent, forcé par les circonstances de faire des exercices physiques supplémentaires, j'étais très en forme et j'ai développé une passion pour la marche qui ne m'a jamais quitté. Le Togo, pour moi, c'est un pays auquel je me sens toujours redevable car il a initié les grandes qualités de réussite dans ma vie. Cela m'a appris l'importance de l'autodiscipline, la volonté de réaliser, la détermination, le travail acharné, la capacité de vivre avec le peu dans la vie, une alimentation saine, le respect d'autrui, la passion pour la nature et l'amour pour les exercices physiques. Le Canada. J'ai parcouru peu de pays avant de m'installer au Canada pendant plusieurs années. Mon adoration du pays dépasse toute explication logique. Le premier contact avec ce pays a été une histoire d'amour. Le sentiment était synonyme à une possession d'objets précieux perdus et récupérés qui m'a été retourné dans un état amélioré. La pureté emblématique du pays, des feuilles d'érable, la beauté des paysages ont intensément activé ma force intérieure et mon attitude envers la vie. J'étais une guerrière et une survivante qui, souvent, a défié les conditions météorologiques difficiles afin d'atteindre mes objectifs quotidiens. De plus, le mot limitation a été consciemment omis de mon vocabulaire. Je ne me préoccupais pas des questions relatives au racisme. Aussi, je n'utilisais pas des explications valides et justifiées du manque d'opportunités pour les Noirs. Pas parce que le racisme et les traitements injustes étaient absents. Bien au contraire, ce sont des réalités incontournables. Je crois que ma haute estime du Canada a été encouragée par la gentillesse des gens et des communautés que j'ai rencontrées. Ma surprise initiale de recevoir des compliments des étrangers dans la rue a été rapidement dépassée et j'étais devenue une adepte de la pratique. De plus, le sentiment de solidarité que j'ai ressenti durant les promenades au parc communautaire ou pendant les concerts de jazz publics, entre autres, où des étrangers pouvaient aisément s'entraider, se soutenir, s'accommoder et converser les uns avec les autres. D'autres moments mémorables de mes années au Canada étaient les promenades de groupe occasionnelles pendant l'été. Pas n'importe quelle marche, non. La marche à pieds nus dans les rues propres de certains quartiers de la ville où je vivais. En général, une des caractéristiques des rues de Montréal pendant que j'y étais était leur propreté. Bien que ma connaissance de la marche à pieds nus fût limitée à l'époque, elle était suffisamment intense pour me propulser profondément dans mes souvenirs d'enfance au Togo où je courais pieds nus avec des amis ou mes frères et sœurs. Concernant les avantages de marcher pieds nus, j'ai découvert plus tard que la marche pieds nus d'au moins de 10 minutes par jour peut améliorer la qualité du sommeil, équilibrer les électrons et influencer le cerveau, développer et augmenter les sens, améliorer la posture globale, etc. Bien que cette affirmation ne soit pas scientifiquement prouvée, je suis en faveur de la marche pieds nus car c'est une pratique courante en Afrique, surtout dans les villages reculés ainsi que
dans de nombreuses cultures autochtones à travers le monde, en particulier dans les pays chauds. Même si la pratique peut être justifiée par des problèmes financiers, le point que je soulève repose sur son actualité dans notre siècle actuel. Je ne préconise pas que l'on embrasse la marche pieds nus sans prendre des précautions nécessaires. Au contraire, des mesures de sécurité doivent être prises en considération avant d'exercer la marche pieds nus. Je peux affirmer avec zèle que le Canada a produit la plus grande positivité de ma personnalité. Par conséquent, maintenir l'harmonie entre mon corps et mon esprit s'était traduit par une alimentation saine, la méditation, des exercices physiques et une remise en question constante de mes actes et actions. Même la neige que je craignais au départ était devenue la scène la plus paisible et la plus belle pour la contemplation. Souvent, quand je me réveillais et il avait neigé la nuit précédente, je regardais par la fenêtre la couche de neige blanche qui recouvrait notre jardin arrière avec seulement des traces d'empreintes d'oiseaux. Même tous les arbres se tenaient élégamment droits dans leur costume blanc. Le reflet du soleil sur les flocons de neige était remarquable et apaisant. Cela me procurait un état d'esprit détendu, calme et paisible que je ne pouvais acquérir que pendant la méditation. Cependant, la différence ici était la rapidité d'atteindre un état de méditation profonde en me concentrant sur la vaste couche pure de neige, alors qu'un tel état pourrait prendre un certain temps avant qu'il ne soit accessible via la méditation simple. De plus, si la neige tombait lentement, créant des flocons de neige individuels très distinctifs, je me concentrais sur un en particulier jusqu'à ce qu'il n'atterrisse sur la couche de neige compilée au sol. J'avais un sentiment de gloire si je réussissais à suivre la trajectoire du flocon de neige jusqu'à sa fusion avec la couche de neige par terre. La contemplation des flocons de neige m'avait donné une des meilleures opportunités d'améliorer ma concentration. Pour répondre à la question « Qu'est-ce que le Canada pour moi ?» C'est la projection de mon moi futur, le genre de personne que j'inspire à devenir, un individu réussi, ouvert d'esprit, concentré, serein, paisible, empathique, généreux, patient et spirituel. Maintenant, voyons ce que le Royaume-Uni a fait pour ma personnalité. Le Royaume-Uni. J'adore la langue anglaise. J'ai toujours voulu voir le Royaume-Uni, même si à l'époque c'était le plus impossible des rêves que je pouvais avoir. En raison des liens coloniaux et ou de notre langue officielle en tant qu'étudiant togolais, nous avions le moins de chances de poursuivre des études au Royaume-Uni en comparaison avec les Ghanéens ou Nigérians. Nous étions plus susceptibles de voyager en France, en Belgique, en Allemagne ou peut-être au Canada. Mais, par ma grande foi, mon rêve s'est réalisé. Le jour où j'ai atterri au Royaume-Uni, pays où le temps est souvent imprévisible et habituellement désagréable, j'ai été plutôt accueilli par une diversité culturelle exceptionnelle jamais vécue dans aucun des pays occidentaux dans lesquels j'avais séjourné auparavant. J'étais extrêmement excité et plein d'espoir dans mon nouveau pays de rêve parce que des individus non britanniques occupaient en grand nombre des postes de travail qui étaient souvent le privilège de la population autochtone des pays occidentaux que j'avais déjà visités. La perspective de gravir l'échelle d'une carrière rapidement a atténué mes sentiments nostalgiques envers le Canada. Dans mes premières années, à Londres où j'étais resté, je m'engageais souvent dans de longs débats internes questionnant ma décision d'avoir quitté Montréal. Habituellement, le grand espoir d'atteindre le sommet dans une de mes carrières choisies rendait souvent la réponse positive. Après quelques années passées à la maison, pour des raisons de maternité, j'ai rejoint et terminé différentes formations académiques que professionnelles, comme professeur de lycée, en informatique, en mathématiques pour adultes, en thérapie cognitive et comportementale, en troubles d'apprentissage, etc. Ensuite, j'ai occupé quelques postes au sein du gouvernement central et local en Angleterre et finalement, je me suis concentré sur l'enseignement
où j'ai travaillé en tant que professeur de lycée en informatique, anglais, mathématiques, avant de me spécialiser en troubles d'apprentissage et thérapie cognitive et comportementale, me permettant de travailler dans tous les niveaux du secteur éducatif, soit le primaire, le secondaire, les universités, les centres de formation et les lieux de travail. Il pouvait sembler à première vue que le Royaume-Uni a été le chemin le plus fluide vers ma réalisation. Au contraire, c'est l'inverse, car la désillusion de m'accomplir sur le plan carrière au Royaume-Uni m'a amèrement frappé. D'une personne mentalement forte et positive, j'ai été progressivement transformé en une personne peu confiante, faible en estime de soi et déprimée. J'ai commencé à vraiment détester ma décision d'avoir déménagé au Royaume-Uni. Étant victime de discrimination dans mes différents lieux de travail et d'études, j'ai compris le respect en tant qu'être humain et cherché en vain la reconnaissance pour mon travail acharné. Je me sentais pas valorisé, mais au contraire méprisé en tant qu'être humain pour des raisons qui m'étaient inconnues. De plus, me faire de nouveaux amis était impossible malgré mes efforts. Le sentiment de rejet grandissait en moi et je commençais par renier mes racines africaines à travers la façon dont je me présentais. Je portais mes cheveux dans un style particulier. Je portais une perruque, défrisais mes cheveux, etc. Je m'habillais d'une manière spécifique et assistais à des cours de réduction d'accent qui ont contribué peu dans l'amélioration de mon accent, sauf que j'avais gaspillé de l'argent. À ce jour, je ne sais pas si les moments difficiles vécus au Royaume-Uni étaient exclusivement la conséquence de l'échec des Britanniques et de moi-même à dépasser nos différences culturelles. En ce qui concerne l'amélioration de mon accent, pas de changement. Ce que je devrais faire, et avais compris plus tard, c'est de trouver les meilleures façons d'articuler et de prononcer les mots, de respirer efficacement et de gagner confiance dans mon discours en anglais par de nombreuses pratiques. Ce que j'avais fait et cela m'avait merveilleusement réussi. J'ai même partagé mes méthodes développées pendant de nombreuses années avec mes étudiants. Alors en 2016, j'avais écrit un livre électronique à ce sujet publié sur Amazon sous le titre Accent Softening Without Paying More. Pour revenir à la discussion initiale, j'étais devenu paranoïaque. Je voyais du racisme partout. J'utilisais des excuses de racisme de manière exagérée car c'était facile, mais cela m'empêchait de me confronter et de faire les ajustements nécessaires pour m'adapter aux personnes et aux situations. Le doute, la susceptibilité et la dépression étaient devenus partie intégrale de mes problèmes personnels quotidiens. Mon manque de confiance était excessivement élevé car je ne pouvais prendre aucune décision sans demander l'avis de mon ami. Même après cela, une pincée de doute restait toujours dans mes décisions finales. Je tergiversais beaucoup. Je me sentais la plupart du temps seul. De plus, ma relation était sous pression et je me sentais profondément incomprise et non soutenue par mon partenaire. Bien que je tenais à ma foi en Dieu, je fondais facilement en larmes en essayant de comprendre les raisons des difficultés que je traversais. En général, ma vie était devenue celle d'une actrice impeccable dans la journée car je devais à tout prix montrer une personne gaie tout le temps et mes nuits étaient réservées au retrait de mon masque de personne joyeuse par la libération de mes peines durant de longues séances de pleurs. Pour faire face à ma situation, j'ai utilisé les études comme l'échappatoire pour mes soucis. Il n'y avait pas une année où je ne serais pas inscrite à un cours nouveau. Oui, j'adore étudier, mais je ne l'aurais pas fait autant si les choses avaient été beaucoup plus allégées dans ma vie. Accomplir mes devoirs ou faire une recherche pour mes dissertations étaient des moments où j'oubliais ma douleur. Cela avait duré plus d'une décennie. À plusieurs reprises, j'ai pensé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. À quelques reprises, j'avais voulu me suicider, mais cette idée
avait été reconsidéré lorsque j'avais pensé à la douleur que j'aurais causée à mes enfants inutilement en raison de mon incapacité à faire face à mes problèmes de vie. En 2012, après avoir quitté mon emploi, ma dépression a été telle que j'ai dû demander une assistante professionnelle, ce qui m'avait énormément aidé. Mais le vrai tournant de ma vie était le jour où je revenais d'un entretien d'embauche en fin d'après-midi dans le train et sans raison, les larmes ont commencé à couler progressivement en intensité sur mes joues. Elles étaient incontrôlables. Les retenir était une entreprise désespérée. Mes sanglots étaient évidents. Ma gorge était dans une bagarre atroce avec une bosse rebelle qui refusait d'être poussée vers le bas. Mes lèvres tremblaient. J'ai été privé de ma capacité de parler. Aucun mot ne sortait de ma bouche. Par conséquent, j'étais incapable de m'excuser auprès des gens assis à côté de moi. Alors, j'avais baissé la tête pour me cacher des regards interrogateurs et ou sympathiques des passagers qui me fixaient ou étaient mal à l'aise en me voyant en larmes. Après 2 arrêts dans le train, j'avais choisi de descendre, même si c'était à plusieurs arrêts de ma destination finale. Une fois à l'extérieur de la gare, j'avais rapidement cherché un endroit loin de la rue animée où je pouvais me calmer, mais rien n'avait fonctionné. La force de mes larmes s'était amplifiée et les sanglots ont ravagé tout mon corps. J'avais abandonné mes efforts de contrôle échoués au cours naturel de la crise qui avait duré environ 15 minutes. J'étais épuisé. Quand, finalement, j'avais réussi à gagner une certaine domination sur mon état, j'étais rentré chez moi en me sentant si vide. À la maison, je m'étais directement couché pour me réveiller tard dans la nuit. J'avais prié et réfléchi à ce qui s'était passé dans le train. J'étais miraculeusement stimulé par une force intérieure rassurante qui guidera ce que je devrais faire. J'avais atteint le plus bas de moi-même et je ne pouvais plus reconnaître qui j'étais. Les choses devaient changer. J'avais commencé à me remettre en question sur de nombreux sujets comme le racisme, la différence culturelle, le mariage, le féminisme, l'accent, le développement personnel, la spiritualité, ma personnalité, etc. Pendant environ 3 mois après l'incident, je n'avais pas fait grand-chose, mais mon amélioration quotidienne était indéniable. Au cours du 5e mois environ, les choses avaient commencé à se remodeler. J'avais commencé le jogging, pratiquer des exercices de respiration, des méditations, prier et jeûner de temps en temps. J'ai consacré beaucoup de temps à la recherche de livres et de vidéos de développement personnel. Je voudrais des livres originaux et anciens où les instructions étaient simples, directes, concernant la connaissance transformatrice requise que je recherchais. J'étais tombé sur des ouvrages incroyables qui avaient accéléré mon changement. Le premier livre, c'est The Power of Concentration, la force de la concentration de Tyrone Q. Dumont. Je l'avais téléchargé gratuitement en version écrite sur ManyBooks et il y a aussi les versions audio sur YouTube. Le deuxième livre, c'est l'autobiographie d'un yogi, par Paramahansa Yogananda. Je l'avais téléchargé gratuitement sur holybooks.com en format PDF. Le site appelé LibriVox.org a commencé la version audio, mais je ne sais pas si à ce jour le travail est fini. Une série de vidéos sur YouTube sur Mahavatar Babaji, Robert Adams, H.L. Punjaji ou Papaji, Ramana Maharishi et Nigazadatta Maharaj. Les 3 derniers ont été principalement présentés par David Goldman. De plus, j'étais retourné travailler sur des livres que j'avais commencés il y a des années et que je n'avais jamais achevés. Aussi, j'avais commencé à écrire des poèmes de style libre, cathartique, qui m'ont aussi beaucoup aidé.
Cependant, malheureusement pour moi, j'avais perdu toutes mes données sur mon ordinateur à cause d'une attaque virale. Quand c'était arrivé, du fait que j'étais en train de me connaître, j'étais extrêmement en colère et attristé par cela. Néanmoins, j'avais appris au fil des années à embrasser des événements et situations tout aussi mauvais que bons dans ma vie. Je ne crois pas qu'il y ait de coïncidence dans la vie. Et tout ce qui m'arrive, surtout les malheurs, n'est qu'un message qui me permettra d'aller au-delà de moi-même et me découvrir pour une meilleure personne. Dans la moitié de l'année 2013, je m'étais complètement rétabli et j'avais développé une meilleure compréhension de moi-même et je connaissais l'orientation de ma vie. Je me souvenais m'être réveillé un matin et je me sentais juste britannique. Je ne pouvais pas expliquer les raisons, mais je me sentais britannique. J'étais plus confiante, je ne voyais plus du racisme, mais plutôt des individus ou des situations désagréables dont j'avais le contrôle de décider de ma réaction. J'avais vécu au Canada pendant moins d'une décennie et je m'étais aussitôt senti en harmonie avec le pays. Peut-être que le Canada ne m'avait pas donné autant de défis que le Royaume-Uni. Il a fallu au moins 15 années atroces au Royaume-Uni pour en faire une partie de moi. Donc, à la question de savoir si j'avais fait une erreur de déménager au Royaume-Uni, maintenant, verrant la personnalité que j'ai développée, la réponse est non. Non, non, non. Je remercie le Royaume-Uni, précisément l'Angleterre, de m'avoir permis de me dépasser et de me découvrir et de savoir de quoi j'étais capable. Maintenant, l'harmonie gracieuse entre mon héritage africain et britannique m'empêche de me percevoir comme le simple produit de l'Afrique ou de la Grande-Bretagne. Aussi, je suis reconnaissant à mon français et ma passion pour la langue de Molière qui a initié ma pensée critique dès l'âge de 12 ans. Je suis afro-occidental. Je me sens chez moi partout où je peux parler ma langue africaine, Ghana, Togo, Bénin. Français, en France, Belgique, Canada, Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger, etc. Et l'anglais, Royaume-Uni, Ghana, Nigeria, Canada, etc. Encore une fois, je suis ni africaine, ni britannique, ni canadienne. Je suis afro-occidentale et je suis très fière. Nous voici à la fin de comment les trois pays, le Togo, le Canada et le Royaume-Uni, ont modélé qui je suis. Merci, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine, ont modélé qui je suis. Merci, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.